Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de gros chats méchants, de poissons chevaliers, de princesses en détresse et de géants. Oui, je vous emmène une dernière fois sur les pas d'Arthur. Après mon enquête sur son historicité, après vous avoir expliqué comment le mythe arthurien s'est construit au fil des siècles, je vais dans cette troisième vidéo vous raconter la légende arthurienne et ses variantes. C'est parti! Après une lutte très dure et très longue, Uther Pendragon, vainqueur des Angles et des Saxons, se fait couronner roi à Londres et y tient sa cour. Durant une fête, il tombe amoureux d'Hygerne, épouse de Gorlois, duc de Cornouailles. Il la drague tout le repas, ce qui ne plaît pas au duc, on peut le comprendre, qui quitte la cour. Uther le poursuit et le menace. Classe. Gorlois part quand même et enferme Hygerne dans la forteresse de Tintagel. Le roi mobilise alors son armée et assiège le château sans succès. Il fait venir Merlin qui lui fait boire un breuvage magique qui lui donne l'apparence de Gorlois. Uther pénètre alors le château ainsi qu'Hygerne. Arthur fut conçu cette nuit-là. Pendant ce temps, Gorlois perd la vie dans les combats. Ce qui n'empêcha pas Hygerne d'épouser Uther quelques mois plus tard. Elle n'était pas trop rancunière. Ça, c'est pour la version de Vass. Celle de Monmouth est plus brutale, car le roi prendrait Hygerne par la force. La version de Vass est quand même plus sympa car il y ajoute un côté surnaturel que l'on peut rapprocher des dieux grecs où Zeus change de forme pour séduire une mortelle. On se retrouve avec la tête du mari. Et il débarque chez moi un soir où le duc est en guerre. Il vient se coucher. Moi, mettez-vous à ma place. J'ai fait comme d'habitude, il avait la même tête. Et voilà comment est né Arthur. Vass fait grandir Arthur à la cour. Robert de Boron, à qui l'on doit le Merlin en prose, nous raconte que celui-ci avait aidé le roi à séduire Hygerne à la condition d'avoir l'enfant qui viendrait à naître. À la naissance d'Arthur, Merlin le récupère donc et le confie à Antor, qui a déjà un enfant du nom de Queux. Plus tard, Queux sera considéré comme rustre, impulsif et pas très bon chevalier. Mais l'explication est logique pour l'époque, puisque Arthur sera nourri au sein de la femme d'Antor, de haut lignage, alors que Queux sera confié au sein d'une nourrice de basse extraction. On pensait au Moyen-Âge que les qualités et les défauts étaient transmis par le lait de la mère. Ça montre aussi le peu de considération que l'on avait pour les roturiers et les paysans dans ces romans. Faut pas faire cuire les œufs plus vite. Mets toi au cul, les œufs. Fuyez, mon fils. Je sais bien que c'est pas des choses à montrer aux invités. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein, mon corps? Ouais, père. Ensuite, nous ne savons que très peu de choses de la jeunesse d'Arthur, car les auteurs du Moyen-Âge ne s'intéressaient pas à l'enfance. Il faudra attendre les auteurs du XXe siècle pour combler le vide avec Sword in the Stone de T.H. White, publié en 1938, le Merlin l'Enchanteur que Disney adaptera. Uther est un roi respecté et le royaume en paix. Jusqu'au retour des invasions saxonnes, bien sûr. Le roi est désormais vieux et quasi impotent. On le transporte même au combat dans une litière. Et certains textes parlent même de bière, de cercueil. Malgré sa santé, il est à nouveau victorieux. Les Saxons décident alors de l'empoisonner. C'est quand même plus propre et plus rapide que d'attendre qu'il meure de vieillesse. Pour Vass ou Monmouth, Arthur est couronné roi sans problème puisque c'est l'héritier légitime. Pour De Boron, l'histoire est plus fantastique puisque Merlin annonce au baron du royaume que Dieu choisira le nouveau roi à Noël. Le jour venu, ils se rassemblent tous à l'Ogre dans la cathédrale pour prier. À leur sortie, ils virent sur le parvis une enclume sur un piédestal en pierre avec une épée enfoncée dedans. Les tentatives pour sortir l'épée durèrent jusqu'au 1er janvier. Ce jour-là a lieu un tournoi et Queux qui y participe demande à Arthur, son frère de lait, plus jeune que lui, d'aller lui chercher une épée. Bien sûr, Arthur tombe sur l'enclume et lui rapporte l'épée. Mais Antor, son père adoptif, la lui fait remettre en place et convoque tous les chevaliers présents pour qu'ils soient témoins de l'exploit. Mais devant l'inquiétude des barons d'être gouvernés par un ado, on replace l'épée dans l'enclume, encore, et il retente encore de retirer l'épée jusqu'à Pâques.
Arthur retirera définitivement l'épée à Pentecôte et sera enfin couronné roi. Deberon ancre de cette façon Arthur dans la chrétienté, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. I don't know anything about ruling a country. Il épousera ensuite la belle Guenièvre, fille du duc Cador dans les textes les plus anciens, puis fille de Léodagan, roi de Carmélide pour ceux qui suivent. Bon, après, je sais pas si je peux vous emmener loin. Ou... Oh non, mais ça va comme ça, c'est pas mal. faire un petit tour par là ou... Oui, non, mais ça va, c'est pas mal. Léodagan, en plus d'accepter le mariage, offrira la table ronde à Arthur qu'Uther lui avait donnée. Cette table ronde est une formidable invention de Vasse où les chevaliers siègent à égalité. Dans la suite du roman de Merlin, ou Merlin en prose, Arthur tombera avant le mariage sous le charme d'une certaine Anna, qu'il ignore être sa sœur. De leur union naîtra Mordred. Merlin lui annoncera plus tard qu'il a commis un inceste, mais aussi qu'il a donné vie à celui qui le détrônera. Ta-ta-tan. À peine couronné roi, Arthur reprend la guerre contre les Saxons. Selon les histoires, les batailles évoluent plus ou moins, mais il est toujours présenté comme un grand chef de guerre. On nous montre que tout le royaume l'aide dans sa lutte. Arthur est armé de Caliborne pour Vasse, ou d'Excalibur pour Chrétien de Troyes, forgé sur l'île d'Avalon. Il porte sur son aume un dragon, qui rappelle son père, Pendragon, et sur son écu, qui s'appelle Priwen, et peut représenter la Vierge. Il a aussi une lance appelée Ron. Une fois les Saxons vaincus, il réglera le compte des Écossais, puis des Irlandais. Il ira même à la conquête du Gotland, en Suède, et même de la Norvège et du Danemark, d'après Monmouth. Suit alors une période de paix de 12 ans et de quête du Graal pour les chevaliers de la table ronde. Je n'en dis pas plus car je consacrerai une vidéo à cet objet. This is the Holy Grail. Look well, Arthur, for it is your sacred task to seek this Grail. Vasse raconte que poussé par ses barons, Arthur se lance à la conquête victorieuse de la Gaule. À son retour en Bretagne, il reçoit des ambassadeurs romains qui viennent le provoquer. Arthur quitte alors son île pour aller combattre les Romains en Gaule. Mais ne nous précipitons pas et gardons cela pour la fin de la vidéo. Durant cette paix de 12 ans, ce sont les chevaliers qui partent en général à l'aventure. Bravely bold Sir Robin rode forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. Arthur, lui, reste à Camelot. Chrétien de Troyes le présente souvent comme un bon roi, mais plutôt paisible, voire fainéant. Mais certains auteurs le font sortir de son château, comme Vasse et Monmouth, qui lui font affronter le géant Dinabius. Quand Arthur traverse la Manche avec ses hommes pour aller combattre les Romains en Gaule, il apprend qu'un géant nommé Dinabius a enlevé Hélène, la nièce du duc de Bretagne, Hoël, et l'a emmenée sur le mont Saint-Michel. Ni une ni deux, il décide d'aller affronter seul le géant. En arrivant sur place, il constate que la fille est déjà morte. Le roi attaque alors le géant. Le combat est féroce, épée contre massue. Le géant enserre de ses bras Arthur et tente de l'étouffer. Le roi se dégage et lui enfonce son épée dans le crâne. Arthur avouera plus tard avoir eu la peur de sa vie. Une légende locale veut que la tombe d'Hélène se situe sur un rocher au large du mont. Aujourd'hui, il porte le nom de Tombelaine. Tombe d'Hélène, Tombelaine? Malin. Dans le cycle de la Vulgate, le roi affronte un gros chat, le chat palu. Au bord du lac du Bourget, un pêcheur remonte à la surface un chaton tout noir et le ramène chez lui. Seulement le chat ne cesse de grandir, de grossir et étrangle le pêcheur ainsi que sa famille. Depuis, il hante les montagnes et tue tout ce qu'il croise. Prévenu par Merlin, alors qu'il se trouvait en Gaule, Arthur et quelques hommes se lancent à sa poursuite et trouvent sa grotte. Arthur se positionne devant et siffle en se faisant passer pour une proie. Malin Arthur. Chat palu sort et le combat bête-homme est rude. Le chat est finalement tué, mais Arthur conserve dans son bouclier les griffes du monstre auquel il a tranché la patte. Aujourd'hui, vous pouvez monter sur le mont du Chat qui culmine à 1500 mètres au-dessus du lac du Bourget. Affronter un chat, mais pourquoi pas un poisson tant qu'on y est? Eh bien, non. Il y a bien une histoire qui parle de ça. C'est dans un roman du XVe siècle, Le Chevalier au Papegau. Nous sommes en présence d'un jeune Arthur, tout juste couronné, qui part à l'aventure. Il affronte des chevaliers, aide des jeunes filles en détresse, enfin bref, tout le boulot d'un chevalier quoi.
Il gagnera même un perroquet appelé Papego au Moyen-Âge. Puis, plus loin dans le récit, Arthur doit affronter un immense poisson chevalier qui chevauche un cheval gros comme un éléphant. Arthur l'affronte et le terrasse. Quand le chevalier poisson s'effondre, il emporte avec lui une vingtaine d'arbres. Donc, quand dans Sacré Graal des Monty Python, les chevaliers sont confrontés à un lapin tueur, ils restent totalement dans l'esprit des romans. C'est Chrétien de Troyes qui va inventer Lancelot et son idylle avec Guenièvre dans Le Chevalier à la charrette. L'histoire commence avec l'enlèvement de la reine par Méléagant. Le sénéchal Queux et plusieurs chevaliers se lancent à leur poursuite. Gauvin, qui avait pris du retard, croise des chevaux abandonnés par les poursuivants vaincus. En route, il rencontre un chevalier sans nom, Lancelot, qui lui aussi cherche la reine. Leur route croise celle d'un nain conduisant une charrette qui servait à transporter les futurs pendus. Il ne leur dira où est parti Méléagant qu'à la condition qu'un d'entre eux monte sur la charrette. Le chevalier anonyme s'exécute et devra donc subir la honte d'être transporté de la sorte. D'où le titre du roman. Après un long périple, il retrouve la trace du fuyard aux portes du royaume de Gore. On ne peut pénétrer son château que par le pont au-dessous de l'eau ou le pont de l'épée. Gauvin passe par-dessous, et Lancelot bien sûr au-dessus. Il traverse non sans mal en se taillant les pieds et les mains. Ensuite, il affronte Méléagant dans un tournoi, libère Guenièvre qui attend au château l'arrivée de Gauvin, mais pendant ce temps, Lancelot est capturé. Que de rebondissements, n'est-ce pas? Comme de par hasard, la cellule du prisonnier est à côté de la chambre de la reine. Le soir venu, Lancelot écarte les barreaux de sa fenêtre, rejoint Guenièvre et passe la nuit avec elle. Puis l'histoire continue avec des tournois où Lancelot prouve sa soumission à la reine, il croise encore un nain perfide, décidément, et de nouveau fait prisonnier, s'échappe encore et tue Méléagant. Ouf! Plus tard, le Lancelot en prose racontera la genèse de cet amour pour la reine. Dans cette histoire, on l'appelle le Chevalier Blanc. On m'appelle le Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Il aura un fils avec la fille du roi pêcheur qu'ils appelleront Galahad. Il croisera la route de Gallo, meilleur chevalier du monde, après lui, et ils deviendront amis. Avec Arthur, ils combattront victorieusement les Saxons. Lancelot couchera bien entendu avec Guenièvre, mais reste essentiel au roi qu'il sauve de nombreuses fois. Mais son péché l'empêchera de trouver le Graal. Malheureusement, la fin de l'histoire se termine mal. Arthur et de nombreux chevaliers perdront la vie. Et peu importe les versions de l'histoire. Thomas Malory, dans La mort du roi Arthur, fait disparaître progressivement le monde idéal qui s'était construit autour de la quête du Graal. Lancelot, qui ne trouve pas le Graal à cause de son péché, se morfond un temps, puis retombe amoureux de Guenièvre. Ils sont dénoncés et arrêtés, mais Lancelot réussit à s'enfuir tandis que la reine est conduite au bûcher. Oui, ce roman est très sombre. Heureusement, Lancelot la sauve in extremis, mais dans les combats tue le frère de Gauvin. Celui-ci poursuit Lancelot sur le continent, le rattrape et sera tué à son tour lors d'un combat singulier. Ça fait déjà 2 chevaliers en moins. L'histoire continue avec un certain Lucius, représentant l'empereur des Romains, qui vient demander à Arthur de prêter allégeance à Rome. Le roi refuse, il confie le royaume à son neveu Mordred, traverse la Manche et entre en guerre contre les Romains. Ceux-ci sont beaucoup plus nombreux que les Bretons et sont sur le point de remporter la bataille, quand Arthur se lance dans la mêlée et grâce à son courage et son épée, Calibor ou Excalibur, massacre plus de 200 ennemis. Les Bretons sont vainqueurs, mais hélas, beaucoup de chevaliers ne rentreront pas au pays. Pendant ce temps, Mordred fait croire que le roi est mort et se fait couronner à sa place. Pire, il épouse Guenièvre. Arthur abandonne sa marche sur Rome et revient au pays. Une guerre fratricide éclate alors. Avant le combat, Arthur a la vision de Gauvin qui lui demande de rappeler Lancelot à ses côtés. Ensuite, il trouve une stèle placée là par Merlin annonçant « La bataille mortelle par quoi le royaume de l'ogre restera orphelin. Tout ce qui doit arriver va arriver. » Presque tous les chevaliers de la table ronde vont périr au combat.
Au cœur de la bataille, Arthur affronte Mordred et le transperce de sa lance, mais en retour, il est mortellement touché par celui-ci. Quand Arthur retire sa lance, un rayon de soleil traverse le corps de son neveu. C'est beau, la poésie. À la fin de la bataille, seuls 2 chevaliers de la table ronde sont encore debout, Giroflée et Lucan le bouteiller. Arthur demande à Giroflée de jeter Excalibur dans le premier lac venu. Cette scène est très bien représentée dans le film Excalibur. Arthur, au bord de la mer, voit alors un bateau s'approcher rempli de dames, dont sa sœur Morgane. Il monte à bord et s'en va. Vas termine ainsi. Arthur, si l'histoire ne ment pas, fut blessé mortellement. Il se fit transporter en Avalon pour soigner ses plaies. Il y est encore, les Bretons l'attendent comme ils le disent. Il reviendra de là, il est possible qu'il y vive. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je suis enfin arrivé au bout de ma trilogie sur Arthur. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me soutenir sur ma page Utip. A très bientôt et surtout n'oubliez pas de rester curieux. Voilà. Voilà.